Une fois identifié le type de recours à exercer, le requérant doit respecter les conditions qui s'attachent à l'exercice de ce recours. Ces conditions sont appelées conditions de recevabilité et font l'objet du titre 3. Ces conditions de recevabilité correspondent aux conditions auxquelles est soumis le dépôt de la requête. Ce sont ces conditions qui déterminent la régularité de la saisine du juge. Il faut faire plusieurs précisions avant de les détailler une à une. D'abord, ces conditions de recevabilité permettent de contenir le droit à un recours dans une limite raisonnable. Elles assurent un équilibre entre le droit à un recours consacré par la Constitution et les conventions internationales et, d'autre part, l'impératif de sécurité juridique qui impose une certaine stabilité des situations juridiques. Ensuite, l'examen des conditions de recevabilité par le juge intervient entre la vérification de sa compétence et l'étude du fond de l'affaire. Si les conditions de recevabilité ne sont pas respectées, cela fait en effet obstacle à ce que le juge puisse se prononcer sur le bien-fondé des prétentions. La demande sera alors dans ce cas rejetée pour irrecevabilité. Mais le juge administratif saisi a la possibilité de rejeter la demande au fond sans se prononcer sur la recevabilité. Cela permet de vider le litige en dépit de son éventuelle irrecevabilité. Par ailleurs, les conditions de recevabilité se divisent en deux catégories selon qu'elles sont régularisables ou non. En effet, pour certaines conditions de recevabilité, le juge doit avertir le requérant que sa requête est irrecevable et lui laisser la possibilité de régulariser sa situation, et ce en vertu de l'article R 612-1. Cette régularisation est parfois possible à tout moment, parfois enfermée dans le délai de recours contentieux. Pour d'autres conditions de recevabilité, en revanche, une telle régularisation est impossible, nous y reviendrons. Enfin, dernière précision, les conditions de recevabilité sont d'ordre public. Le défendeur peut donc soulever l'irrecevabilité de la requête à tout moment de la procédure. À défaut, le juge doit la soulever d'office. Lorsqu'il s'agit d'une condition régularisable, il doit informer les parties de son intention de soulever d'office l'irrecevabilité avant la séance de jugement et fixer un délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations. Lorsque l'irrecevabilité n'est pas régularisable, le juge peut cette fois-ci rejeter la requête par ordonnance selon la procédure de tri que l'on a déjà rencontrée. Pour le Conseil d'État, cela résulte de l'arrêt de l'article R 122-12 et pour les tribunaux et les cours de l'article R 222-1. Les différentes conditions de recevabilité seront ici envisagées selon qu'elles se rapportent au requérant ou à la requête. Chapitre 1er. Les conditions tenant au requérant. Plusieurs conditions relatives au requérant doivent être respectées. Le requérant doit avoir la capacité d'agir et doit parfois être représenté. Ceci sera étudié dans la présente vidéo. Ensuite, le requérant doit avoir un intérêt à agir. Cette condition sera traitée dans la vidéo suivante. Voyons donc la capacité à agir du requérant et sa représentation. Et commençons plus précisément, dans un premier paragraphe, par la capacité à agir. La question de la capacité à agir appelle peu de précision. Comme pour toute action en justice, le requérant doit avoir la capacité d'ester en justice pour pouvoir saisir le juge administratif. Or, cette capacité est liée à la personnalité juridique. Elle est reconnue aux personnes physiques majeures et aux personnes mineures émancipées. Les personnes placées sous tutelle ou curatelle peuvent être privées, quant à elles, de leur capacité d'agir en justice. Dans ce cas, l'action en justice sera recevable si elle est exercée par leur représentant légal. C'est la même solution qui vaut pour les mineurs. En cas de décès du requérant en personne physique, les héritiers ont la possibilité de poursuivre l'action.
C'est davantage pour les groupements que la question de la capacité à agir se pose. Toute entité disposant de la personnalité morale, privée ou publique, dispose de la capacité à agir en justice. L'existence de la personnalité juridique morale constitue donc l'élément déterminant. Or, les associations déclarées, les syndicats, les sociétés anonymes ont en vertu de la loi cette personnalité juridique. Ils peuvent donc saisir le juge administratif. Par dérogation à ce principe, le juge administratif reconnaît une capacité à agir pour les institutions en voie de formation et pour les institutions dissoutes, dès lors qu'il s'agit de contester les décisions relatives à leur formation ou à leur dissolution. Il faut noter, enfin, que la nationalité de la personne n'est pas prise en compte. Ainsi, une personne physique ou morale étrangère peut tout à fait saisir le juge administratif. Deuxième paragraphe, la représentation du requérant. La question de la représentation du requérant pose deux problèmes. Celui de la qualité à agir pour autrui et celui de la représentation par le ministère d'avocat. Grand A, la qualité à agir pour autrui. La qualité à agir pour autrui découle d'une habilitation donnée à une personne pour qu'elle saisisse un tribunal au nom et pour le compte d'autrui. Toute personne agissant pour autrui doit donc justifier de sa qualité. Il s'agit d'une question d'ordre public que le juge doit vérifier au besoin d'office en demandant les pièces justificatives nécessaires. Cette question de la représentation se pose différemment selon que le requérant est une personne physique ou une personne morale. Pour les personnes physiques incapables, on a dit que leurs actions doivent être introduites par leurs représentants légaux. Pour les personnes physiques qui ont la capacité à agir, il ne leur est pas possible d'être représentées par une personne autre qu'un avocat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Seules quelques matières échappent à cette règle. Le requérant peut être représenté par le mandataire de son choix, par exemple en matière fiscale. En matière environnementale, il peut se faire représenter par une association agréée. Devant le Conseil d'État, si le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, le requérant a la possibilité cette fois-ci d'être représenté par toute personne de son choix. Pour les personnes morales, qui par définition ne sont pas tangibles, la représentation par une personne physique est nécessaire. En d'autres termes, un individu doit être investi de la mission d'agir au nom de la personne morale. Concernant les personnes morales de droit privé, les textes habilitent parfois certaines autorités à agir en justice en leur nom. Par exemple, au sein d'une société anonyme, le président, directeur général ou le directeur général est habilité à agir au nom de la société par le Code du commerce. Quand les textes relatifs à ces personnes morales ne disent rien, ce sont les statuts de la personne morale qui sont utilisés pour déterminer l'organe représentant. Dans le meilleur des cas, les statuts désignent l'organe chargé du droit de représenter la personne morale en justice, étant précisé que c'est alors ce même organe qui a le pouvoir de décider de former l'action, à moins que les statuts ne confient ce pouvoir à un autre organe. Ceci ayant été rappelé par le Conseil d'État le 27 juin 2016, syndicat régional CFDT, Santé sociaux de Corse. Lorsque les statuts ne contiennent aucune indication, le Conseil d'État estime que la capacité d'agir en justice au nom de la personne morale est reconnue à l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter cette personne morale dans les actes de la vie civile. Si même cette précision n'est pas faite dans les statuts, le droit d'action appartient alors à l'Assemblée générale de la personne concernée. Le Conseil d'État a introduit de la souplesse dans le contrôle de cette qualité à agir au nom de la personne morale. Le juge n'est en effet tenu de s'assurer de son existence que lorsque cette qualité
est contesté sérieusement par l'autre partie, ou lorsqu'au premier examen du dossier, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Ceci ayant été posé par le Conseil d'État le 11 avril 2008, l'arrêt Léris. Concernant les personnes morales de droit public, les règles sont variables d'une personne à l'autre. Pour l'État, la représentation est assurée en principe par les ministres ou par les préfets, selon le type de litige et selon que l'État a la qualité de requérant ou de défendeur. Ces règles étant contenues aux articles R 431-9 et R 431-10 du Code de justice administrative. Ministres et préfets peuvent par ailleurs déléguer leurs pouvoirs. Dans certains contentieux spécifiques, la qualité pour agir est attribuée à une autre autorité administrative. Par exemple, il peut s'agir du directeur de l'Agence régionale de santé. Pour les établissements publics, l'autorité compétente pour les représenter en justice est désignée par les textes. Le plus souvent, il s'agira de son directeur, après que l'organe délibérant ait décidé d'intenter une action. Pour les collectivités territoriales, le Code général des collectivités territoriales prévoit que la décision d'agir en justice est prise par l'Assemblée délibérante et qu'elle est exécutée par l'organe exécutif de la collectivité. Pour rappel, également, lorsqu'une collectivité territoriale néglige d'exercer une action en justice, un contribuable peut solliciter une autorisation auprès du tribunal administratif pour agir au nom de la collectivité. Pour terminer sur cette qualité à agir pour autrui, les nouvelles procédures collectives envisagées dans une précédente vidéo permettent à une association ou à un syndicat d'exercer un recours au nom d'un groupe de personnes. Mais elles présentent la particularité, ces actions, de ne reposer sur aucune habilitation de la part de ce groupe, dont les membres sont d'ailleurs indéterminés lorsque l'association ou le syndicat introduisent leur action. Grand B, la représentation par le ministère d'avocats. En principe, un recours devant le juge administratif doit être exercé par le ministère d'avocats. L'objectif est d'assurer aux administrés une bonne défense et également de faciliter le travail des juges en permettant la rédaction de requêtes et de mémoires par des professionnels du droit. Cette obligation n'est pas contraire au droit à un recours effectif devant une juridiction dès lors qu'il existe un dispositif d'aide juridictionnelle. Le Conseil d'État s'est prononcé en ce sens dans un arrêt du 21 décembre 2001, l'arrêt Époux Hoffman. Il faut souligner que les avocats n'exercent pas le droit d'action de leurs clients, ils se bornent à accomplir à leur place les actes de procédure. Les avocats susceptibles d'assurer la représentation des administrés devant le juge administratif sont différents selon la juridiction en cause. Devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, la représentation peut être assurée par un avocat à la Cour ou par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En revanche, devant le Conseil d'État, il existe un monopole de représentation au profit des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qu'il s'agisse d'une requête déposée devant le Conseil d'État en premier ressort, en appel ou en cassation. L'état du droit concernant l'obligation du ministère d'avocat est relativement complexe, car le Code de justice administrative contient à la fois des dispositions qui imposent le ministère d'avocat et des dispositions qui l'excluent. Par conséquent, il est difficile de dégager un principe général qui serait assorti d'exceptions. Pour connaître l'étendue de l'obligation du ministère d'avocat, il faut finalement prendre les juridictions les unes à la suite des autres. Commençons par les tribunaux administratifs. Il résulte de l'article R 431-2 que le ministère d'avocat n'est obligatoire que lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant, ou
à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. Sont ainsi notamment visés, au travers de cette catégorie, les recours de pleine juridiction en matière contractuelle ou encore en matière de responsabilité administrative. En revanche, on peut déduire de cet article que le REP, devant les tribunaux administratifs, est dispensé du ministère d'avocat. Cette solution est d'ailleurs ancienne puisqu'elle date de 1864. À ce double principe s'ajoute une large série d'exceptions. En effet, l'article R 431-3 liste des recours qui ne sont pas soumis au ministère d'avocat, alors même qu'ils portent sur une somme d'argent. C'est le cas par exemple des litiges fiscaux, notamment pour les litiges concernant les contributions directes et les taxes sur le chiffre d'affaires. Il s'agit aussi des litiges sociaux, portant par exemple sur les pensions, les prestations et allocations sociales, cette dispense ayant d'ailleurs été étendue par le décret du 2 novembre 2016. On peut aussi citer les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé. Bien évidemment, dans tous les cas de dispense, la représentation par un avocat reste possible. S'agissant ensuite des cours administratives d'appel, l'article R 431-11 pose un principe clair. Les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat. Mais d'autres dispositions du Code obscurcissent ce principe. D'abord, le même article précise que le principe ne s'applique pas aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif et aux recours pour excès de pouvoir exercés devant les cours. Ce dernier cas vise plus spécifiquement la compétence en premier ressort des cours administratifs d'appel. Ensuite, l'article R 811-7 indique que les appels introduits devant les cours administratifs d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un avocat. On retrouve ainsi finalement le principe de l'article R 431-11. Cependant, là encore, des dispenses sont prévues, mais elles ont été considérablement réduites par le décret du 2 novembre 2016, si bien qu'elles ne concernent plus désormais que les recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de contravention de grande voirie. Enfin, concernant le Conseil d'État, l'article R 432-1 pose le principe de l'obligation du ministère d'avocat, mais l'article R 432-2 prévoit une dispense pour plusieurs situations. D'abord, pour les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives. Cela concerne en fait la compétence en premier ressort du Conseil d'État. Dispense également pour les recours en appréciation de légalité, et ce que le Conseil d'État soit saisi en premier ressort ou en appel. Troisième dispense, les litiges en matière électorale, et ce à nouveau que le Conseil d'État soit saisi en premier ressort ou en appel. S'agissant de la compétence en cassation du Conseil d'État, l'obligation de représentation par un avocat est posée par l'article R 821-3, avec une exception pour les pourvois en cassation dirigés contre les décisions de la Commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension. Enfin, l'État est par principe dispensé du ministère d'avocat, que ce soit en premier ressort, en appel ou en cassation, et quel que soit le type de recours. Sa défense est assurée par les services juridiques des administrations.